Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on commence notre réunion de ce jour avec l'examen du rapport d'information portant observation sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, qui sera examiné en séance publique à compter du 14 mai. La rapporteure de notre commission est notre collègue Aurélie Trouvé, à laquelle je donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président et chers collègues. Donc, ravi d'être à nouveau avec vous et d'être accueilli dans votre commission donc, pour discuter d'agriculture et de la politique agricole commune. Bon, vous le savez, ça a occupé pour ma part une grande partie de mon métier d'enseignant-chercheur et donc c'est avec plaisir que je reviens sur cette question du point de vue parlementaire. D'abord, merci beaucoup à l'administratrice du groupe, Pascale Répens, pour son aide extrêmement précieuse. Vous savez qu'on a passé une longue semaine très chargée en commission des affaires économiques pour l'examen de la loi agricole et d'ailleurs dans plusieurs commissions. Et je vais vous présenter, moi, des observations que je vous propose de porter à l'attention de la séance la semaine prochaine. Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas décortiquer ici les 19 articles du texte, mais plutôt m'arrêter sur des éléments qui percutent le plus directement les politiques de l'Union européenne et qui sont dans le texte de la loi d'orientation agricole tel qu'il est prévu pour l'instant. J'ai retenu 3 questions qui sont au carrefour de la loi d'orientation agricole et des politiques européennes. D'abord, la souveraineté alimentaire, vous le savez, c'est l'objet notamment du titre 1 et de l'article 1 du projet de loi. L'aide aux candidats à l'installation agricole, c'est l'objet du titre 3 de ce projet de loi. Et la question des infrastructures agroécologiques, qui est un gros morceau du titre 4 de ce projet de loi agricole, qui plus globalement vise à ce qui est nommé la simplification environnementale. Alors, je dois vous dire d'abord en préambule, j'étais pour ma part coprésidente avec mon collègue Pascal Lavergne du groupe de suivi également de la loi d'orientation agricole pour l'Assemblée nationale. Je dois vous dire d'abord que le texte présenté a suscité, je pense, beaucoup d'attentes et d'espoir dans le monde agricole, mais qu'il est clair qu'une partie significative des parlementaires considère que ce texte est extrêmement insuffisant pour répondre aux objectifs qui sont pourtant fixés, à savoir le renouvellement des générations agricoles et de la souveraineté alimentaire, un revenu digne aux agriculteurs qui, vous le savez, était la revendication principale lors des mobilisations des agriculteurs pendant plusieurs semaines. Alors, et au vu du vote de la commission, vous le savez, de la commission des affaires économiques en fin de semaine dernière, où la plupart des votes étaient soit des votes contre, soit de l'abstention, ça montre quand même qu'il y a quand même un grand nombre de groupes parlementaires critiques, en tout cas du contenu de cette loi d'orientation agricole, qui sera évidemment en hémicycle à partir de mardi prochain. Alors, en ce qui concerne la souveraineté alimentaire, et j'en arrive au premier point, qui est inscrite dans la loi d'orientation agricole, alors je dirais que malheureusement, la définition retenue est dans la même ligne que la conception et de l'orientation des politiques européennes en la matière, notamment avec la réaffirmation, et c'était l'objet d'un débat en commission, la réaffirmation de l'importance du marché intérieur et des engagements internationaux dans l'objectif de souveraineté alimentaire. Je dois souligner quand même que c'est en contradiction en réalité avec la définition de la souveraineté alimentaire telle qu'elle a été posée pour la première fois. C'était lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996 dans le cadre des Nations Unies. Et cette définition, elle est celle-ci, et elle n'est pas celle retenue là dans le projet de loi d'orientation agricole. Elle est celle-ci, le droit de chaque pays de maintenir et développer sa propre capacité de produire son alimentation de base. Et je dis bien de chaque pays. Or, les politiques européennes actuelles sont manifestement en contradiction avec cette conception de la souveraineté alimentaire, politique européenne que semble pourtant suivre la loi d'orientation agricole. Parce qu'il n'y a pas ou presque de moyens, à l'échelle européenne comme à l'échelle française, de moyens et de protection ciblés sur les secteurs où nous sommes les plus importateurs nets. Je pense notamment au secteur de la viande, mais aussi au secteur des protéines végétales. Et vous le savez, nous avons actuellement une balance commerciale agricole française qui est en chute depuis 2013, à tel point que même dans des secteurs définis comme historiquement d'exportation nette et comme fleurons de l'agriculture française, je pense aux produits laitiers, eh bien, nous sommes juste en train de craindre, au contraire, d'être importateurs nets d'ici quelques années.
D'accord ? Évidemment, nous sommes surtout de plus en plus importateurs nets déjà de secteurs qui le sont, comme la viande, je le disais, les protéines végétales ou même les fruits et légumes. Premier élément. Deuxième élément, vous le savez, il y a un très très grand nombre d'accords de libre-échange qui sont mis en œuvre, mais qui ont petit à petit des effets cumulés graves disons face à l'enjeu de la souveraineté alimentaire. C'est un rapport produit régulièrement par la Commission européenne sur ces effets cumulés qui le souligne régulièrement, qu'en fait les effets cumulés de ces accords de libre-échange amènent à une fragilisation très nette de secteurs tels que les viandes, justement, ou bien encore le sucre, qui ne sont pas des petites productions de l'Europe. Enfin, le problème, il est aussi, depuis ces dernières années, le maintien de dérogations temporaires décidées dans le cadre de la crise ukrainienne, pourtant des dérogations qui ont été faites au nom de la souveraineté alimentaire et qui amènent à une ouverture totale des frontières commerciales agricoles, mais qui, en fait, fragilise très grandement certaines grandes productions européennes, de l'Union européenne, je pense notamment aux volailles, aux céréales et bien d'autres, du fait de concurrence très déloyale entre, en tout cas, la production ukrainienne. Je pense par exemple à un oligarque qui en fait détient la majorité de la production de volailles, avec des élevages qui vont jusqu'à plusieurs millions de têtes. Je pense à la production de volailles, par exemple, en Ukraine, avec des conditions de production qui n'ont rien à voir avec les nôtres et qui, en réalité, et pour la totalité des syndicats agricoles, remet en cause, selon eux, la souveraineté alimentaire de la France et évidemment des États membres. Voilà pour ce qui concerne la question de la souveraineté alimentaire. J'en arrive maintenant à la PAC, à la politique agricole commune, plus particulièrement, et les liens avec la loi d'orientation agricole. D'abord, je rappelle le rôle absolument crucial de la politique agricole commune sur le devenir de l'agriculture française. Vous savez que la PAC, ça reste 10 milliards, enfin, excusez-moi, plutôt 9 milliards, puisque ce montant n'a fait que diminuer. En réalité, 9 milliards d'euros versés en France aux agriculteurs français, mais 9 milliards, c'est énorme. Ça fait à peu près 25 000 euros par bénéficiaire de la PAC. Hein. Et en élevage notamment, la quasi-totalité, ou voire plus même que le revenu de certains éleveurs. Et en l'occurrence, on ne peut pas dire que c'est mal, parce qu'aujourd'hui, si vous enlevez ces aides de la PAC, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne survivent pas. Voilà. Donc évidemment, la PAC joue un rôle extrêmement fort. Et donc là, moi, j'en arrive, puisqu'on parle d'installation des agriculteurs, particulièrement dans ce texte de loi, j'en arrive aux aides à l'installation. En fait, on a deux problèmes sur les aides à l'installation en France. Le montant, et il est jugé insuffisant par l'entièreté des syndicats agricoles, et particulièrement les jeunes agriculteurs. Et vous savez que les aides à l'installation, c'est le second pilier de la PAC et que l'application française pourrait très bien faire en sorte qu'on ait davantage sur les aides à l'installation. D'accord ? Donc c'est un choix en fait français de mettre davantage ou pas de moyens sur l'aide à l'installation. Deuxièmement, et c'est surtout un problème sur lequel j'arrive, et moi qui était en tout cas un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce qu'à l'époque ça avait été le sujet de ma thèse, la question de la décentralisation des politiques agricoles, la régionalisation des politiques agricoles, puisqu'en réalité cette régionalisation amène en fait à des conditions très disparates de soutien, là en l'occurrence des jeunes agriculteurs, d'une région à une autre, puisqu'il y a des montants différents et il y a des conditions d'éligibilité des aides différentes d'une région à une autre, qui remet en cause en fait l'égalité de traitement pour l'installation des agriculteurs d'une région à une autre et l'égalité de traitement au sein d'une même nation. Voilà, donc j'attire quand même l'attention sur ces deux éléments-là à l'heure où nous sommes en train d'examiner une loi qui vise particulièrement l'installation des agriculteurs, pas seulement des jeunes, puisque vous savez que un certain nombre de futurs agriculteurs sont en fait d'un âge supérieur aux 39 ans, qui sont la barrière à partir desquelles on est plus jeune, et surtout plus jeune agriculteur. Voilà. Donc, il me semble essentiel d'appuyer l'idée qu'il faut aussi renforcer dans un objectif d'installation de gens, puisque vous savez qu'un tiers des agriculteurs dans les années à venir sont appelés à partir à la retraite.
pour qu'il y ait forte installation. C'est pas seulement la loi d'orientation agricole, c'est aussi faire évoluer le plan stratégique national, qui est le plan d'application de la politique agricole commune en France, avec renforcement des montants et, j'ai envie de dire, une péréquation à minima entre régions, sinon des règles nationales beaucoup plus fortes, pour assurer une égalité de traitement au niveau national. Voilà, j'en arrive sur la dernière question, qui est celle des infrastructures agroécologiques. Bon, je rappelle quand même que la transition agroécologique, de mon point de vue, et j'espère que c'est le cas du point de vue général, cette transition agroécologique, elle est incontournable pour d'abord adapter nos propres systèmes agricoles au dérèglement climatique, faire en sorte qu'elles soient résilientes face au dérèglement climatique. Vous savez que le dérèglement climatique, et c'est le cas, c'est montré par de multiples travaux, le dérèglement climatique a des répercussions d'ores et déjà aujourd'hui sur nos systèmes de production. Donc il faut qu'elle puisse évoluer. Mais aussi, l'agriculture doit prendre toute sa place, évidemment, dans la réponse aux défis climatiques, de biodiversité et de pollution des milieux naturels. J'ajoute, en ce qui concerne particulièrement les infrastructures agroécologiques, les haies, les mares, les bosquets, etc., que ça joue un rôle de protection dans les systèmes de production eux-mêmes. C'est-à-dire que les haies, c'est protéger du vent, c'est protéger de la sécheresse, c'est faire en sorte qu'il y ait une bonne hygrométrie des sols, c'est faire en sorte surtout aussi qu'il y ait une lutte biologique possible contre les nuisibles, puisque ce sont aussi des éléments qui permettent d'héberger un certain nombre d'espèces. Donc une fois dit ça, je rappelle aussi que, vous savez, depuis les années 80, on a un volet environnemental de la politique agricole commune, et en fait, on est à une sorte de tournant, puisque je crois, moi, j'ai été pendant 20 ans spécialiste de l'histoire de la PAC. Je crois que c'est une rupture depuis maintenant 1985 exactement. On assiste à une rupture dans la question agro-environnementale, puisque pour la première fois, on a des reculs clairs, nets, au niveau européen. Un recul du point de vue agro-environnemental, qui a été appuyé par la France, par le gouvernement français. Et notamment, c'est aujourd'hui dans le débat, et ça vient de faire l'objet de décisions il y a 2 semaines au niveau européen, notamment, on a ce qu'on appelle les bonnes conditions agro-environnementales, qui sont des conditions environnementales de base pour toucher les aides du premier pilier. D'accord ? À une échelle européenne. Donc, ce qui permet de ne pas avoir de distorsion de concurrence entre les pays européens, puisque chacun est amené à les respecter. Et donc, il y a 2 semaines, l'Union européenne, avec l'appui de la France, a remis en cause ce qu'on appelle la BCAE 8, la bonne condition agro-environnementale numéro 8, qui vise à avoir au moins 4% de haies, de mares, de bosquets et de jachères. Donc, ce n'est pas que les jachères, contrairement à ce qui peut être dit dans le débat public. Ça remet en cause ces 4%. Bon, dans la surface agricole utile, donc cette idée d'avoir 4% de haies, de mares, de bosquets et de jachères. Bon, qui avait été une avancée un peu supplémentaire lors de la dernière réforme de la PAC. Bon. Et en fait, j'ai envie de dire, ça va favoriser une minorité d'agriculteurs. Alors, pour caricaturer un peu, en gros, par exemple, des grands céréaliers du plateau de la Bosse, mais peu importe, ça favorise une minorité d'agriculteurs, alors qu'on demande à tout le reste, à tous ceux qui font beaucoup mieux que 4%, de maintenir ces infrastructures agroécologiques. Puisque, en fait, c'est qu'une partie de la BCAE 8 qui tombe, mais toute la partie qui vise à maintenir ce qui existe reste. C'est-à-dire que tous les éleveurs, par exemple, des zones de bocage, etc., qui sont bien au-delà de 4%, eux doivent maintenir. Ce qui est, à mon avis, à juste titre, puisqu'on a, vous le savez, chaque année, 25 000 km de haies qui disparaissent, et qu'on a déjà 70% du bocage et des haies qui ont disparu de ces dernières dizaines d'années. Donc, quelque part, voilà, c'est de mon point de vue une mesure qui au niveau européen vise en fait une très faible minorité d'agriculteurs, quand une très grande majorité devra de toute façon continuer à respecter ce qui a déjà été réimplanté et ce qui est encore en place, quoi. Je finis en disant que le projet de loi d'orientation agricole en fait en rajoute sur, je dirais, ce que je peux appeler une régression environnementale de mon point de vue, puisque ça fait passer pour de la simplification administrative, ce qui relève en fait d'un torpillage du droit de l'environnement, avec une évolution de l'échelle des peines de l'article 13 qui s'apparente en fait à de la dépénalisation, voire de la déjudiciarisation d'une partie des délits, quand la magistrature, et il y a eu des rapports de ce point de vue, s'inquiète plutôt de l'insuffisance du droit pénal en matière d'environnement.
Enfin, je dirais que le principe de compensation qui est posé dans l'article 14, qui en fait simplifie la destruction des haies, n'apporte absolument pas de garantie suffisante pour une raison, c'est qu'on ne déplace pas une haie ancienne de 50 ou 70 ans, quelques centaines de mètres plus loin, sans porter préjudice aux écosystèmes. C'est-à-dire que replanter une haie, une nouvelle haie, n'a pas du tout la même valeur écologique qu'une haie qui a 50 ou 70 ans. J'en termine pour me satisfaire toutefois d'une chose, c'est le rejet de l'article 12 par la Commission des affaires économiques et par une majorité de groupes parlementaires qui en fait ouvrait la voie à la financiarisation du foncier agricole, alors qu'il me semble que c'est la question du partage des terres et de l'accès des terres aux agriculteurs qui s'installent qui devrait être au cœur de ce texte. Ça me donne l'occasion de répéter que le texte, de mon point de vue, fait beaucoup trop d'impasses pour imaginer qu'il réponde aux défis de demain et même d'aujourd'hui, à savoir rémunérer de façon digne nos agriculteurs, pouvoir faire en sorte qu'ils s'installent nombreux et pouvoir faire en sorte qu'ils aient les moyens de la bifurcation agroécologique. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour votre présentation. Nous en venons donc maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par Constance Le Grip pour 3 minutes pour le groupe Renaissance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, j'ai lu attentivement votre rapport portant observation sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Un sujet évidemment essentiel dans le contexte de crise agricole européenne que nous traversons et qui a animé l'actualité de ces derniers mois. La question agricole est un élément central de notre souveraineté nationale et européenne, pilier de notre Europe puissance. En conséquence, aussi bien le chef de l'État que le chef du gouvernement ont agi de concert, en portant à ce sujet, bien sûr, une attention prioritaire et en agissant. Au plan européen, par la voix du Président de la République, la détermination française a conduit le Conseil européen à inciter la Commission européenne à proposer une réforme ciblée et urgente de la politique agricole commune à travers un effort de simplification des règles dites BCAE 9, qui s'appelle également Bonnes conditions agricoles et environnementales. Et cette simplification a été votée par le Parlement européen en avril au niveau national. Et c'est le projet de loi d'orientation agricole qui nous occupe, présenté par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui s'articule autour d'un objectif principal, préserver et consolider notre souveraineté agricole et alimentaire en donnant à notre agriculture les moyens de relever les défis du renouvellement des générations et des transitions climatiques et environnementales. Alors votre rapport se concentre, et c'est bien normal, nous sommes en commission des affaires européennes, sur le lien entre le futur de l'agriculture française et le cadre européen de la PAC. Je me réjouis de cette mise en avant par une députée du groupe La France Insoumise de la dimension européenne de notre souveraineté nationale agricole. Vous identifiez 3 sujets de préoccupation dans votre rapport. Permettez-moi de tenter de vous rassurer. Tout d'abord, vous regrettez l'absence d'une définition concrète de la notion de souveraineté alimentaire. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. La France est aujourd'hui la 6e puissance exportatrice de produits agricoles et agroalimentaires au monde. Cela permet à notre pays, mais aussi à l'Union européenne, d'être souveraine au plan agricole. Nous devons bien sûr le rester. Notre agriculture est un élément essentiel, encore une fois, de notre puissance économique et de notre rayonnement international, mais également de notre identité. Cela explique pourquoi nous faisons de notre souveraineté alimentaire un objectif structurant de nos politiques publiques. Et parmi vos recommandations, celle d'un suivi d'indicateurs concernant notre souveraineté alimentaire va être comblée, va être satisfait par, je le crois, l'article 1er du projet de loi d'orientation agricole. Vous croyez ensuite percevoir un manque d'ambition en ce qui concerne l'objectif de renouvellement des générations. Là aussi, je ne peux pas être d'accord avec vous et je vais tenter de vous rassurer. Clairement, ce projet de loi d'orientation agricole pose les bases d'un renouvellement générationnel au sein d'une profession affectée, vous avez parfaitement raison de l'avoir dit, par une crise démographique sans précédent. Et là aussi, il y a un certain nombre de mesures visant à renforcer l'attractivité du secteur, à proposer des mesures d'orientation, d'accompagnement, telles que le Page Agro, par exemple, ou d'autres mesures de ce genre. Enfin, vous soulevez une ambiguïté, pardon, Monsieur le Président, je termine, sur le processus de simplification. Je ne vois aucune ambiguïté dans ce projet de loi agricole. Encore une fois, clairement, la loi d'orientation vise à sécuriser, simplifier, libérer l'exercice de l'activité agricole. Il y a là une demande fondamentale formulée par nos agriculteurs, auquel ce projet de loi répond, et nous insistons beaucoup là-dessus, et nous l'avons également d'ailleurs voté au Parlement européen. Ça n'a pas été le cas des députés européens de votre groupe lors du vote suscité par la Commission. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Mélin pour le groupe Rassemblement national et pour 3 minutes.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour ce rapport. Je tiens, au nom de mon groupe, à exprimer nos plus vives préoccupations concernant le projet de loi d'orientation sur la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture. De la même manière, les conclusions du rapport sur lequel nous nous sommes fondés d'intervenir aujourd'hui n'ouvrent pas ou si peu de perspectives pour nos paysans et l'avenir de l'agriculture française. Alors tout d'abord, nous partageons cette nécessité de bien définir le concept de souveraineté alimentaire. Sous l'impulsion confuse du macronisme qui cherche à trouver une boussole qu'il n'a pas trouvée depuis 7 ans, nous proposons une définition de la souveraineté alimentaire qui le plus souvent... On nous propose une définition qui, le plus souvent, est contradictoire avec nos objectifs, à savoir assurer que notre pays puisse tendre vers l'autonomie alimentaire et que notre consommation, y inclut les produits transformés, soit la plus locale possible, tout en garantissant un revenu correct pour les agriculteurs. Et que parfois même, cette définition est radicalement opposée quand la souveraineté alimentaire se confond avec les accords de libre-échange et les lois du marché. Il est clair que pour le rapport, la souveraineté ne peut être que européenne. Pour nous, elle ne peut être que nationale au niveau de chaque État membre. Alors, cette ambiguïté rend difficile l'élaboration des politiques concrètes et mesurables. Comment pouvons-nous garantir une souveraineté alimentaire si le concept lui-même n'est pas clairement défini ? Nous avons besoin d'indicateurs solides qui permettront de mesurer efficacement notre indépendance agricole et adopter des politiques qui renforcent réellement notre autonomie. Le soutien aux agriculteurs, ensuite. Je dois souligner la timidité du rapport qui n'interroge même pas la question de la répartition plus juste des aides à la PAC, à savoir actifs par hectare, et que pour beaucoup, le projet de loi en question ne répond pas aux préoccupations réelles des agriculteurs. La question du renouvellement des générations, par exemple, essentielle, parce que beaucoup d'exploitants approchent l'âge de la retraite sans assurance que leurs exploitations soient reprises. Pour soutenir les jeunes agriculteurs, notre mouvement, le Rassemblement national, propose notamment l'abrogation des droits de succession pour un agriculteur qui reprend une exploitation pour une durée minimale de 10 ans. Sur la simplification des règles environnementales, j'avais envie de vous dire, il suffisait de ne pas les compliquer, ça éviterait maintenant d'avoir à les simplifier. Mais pour autant, je crains que les mesures proposées ne soient pas assez ambitieuses pour soulager les agriculteurs des lourdeurs bureaucratiques, tout en garantissant la préservation des haies et de la biodiversité. La simplification doit être une priorité sans compromettre nos engagements environnementaux. C'est à ce titre le gouvernement et l'Union européenne doivent renouer avec des mesures incitatives et rémunératrices plutôt que matraquer ou sanctionner nos agriculteurs. Enfin, le rôle des institutions européennes. On voit ici l'influence majeure de ces institutions dans notre politique agricole nationale. Bien que la politique agricole commune soit essentielle, la France doit reprendre ses propres mesures pour défendre ses intérêts. Nous devons donc être totalement proactifs et proposer un projet de loi bien plus ambitieux. Je vous remercie. Merci Madame Mélin. La parole est à Rodrigo Arenas pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Au moins, cette commission aura permis à notre collègue Constance Le Grip, en toute amitié, que la France insoumise n'est pas opposée à l'Europe, bien au contraire, mais pour ceux qui habitent et pas pour ceux qui spéculent. Ceci étant, la situation d'urgence dans laquelle se trouve aujourd'hui le monde agricole est une évidence que nous partageons tous. De la concurrence des produits ukrainiens accueillis en solidarité de l'effort de guerre à la fiscalité du gazole non routier, en passant par le renchérissement général des intrants, les raisons de la colère paysanne sont nombreuses, celles de nos concitoyens également. L'exigence est partout la même, nos agriculteurs veulent pouvoir vivre dignement de leur activité. Malheureusement, une majorité écrasante d'entre eux ne le peut pas. Or, cette crise économique permanente accentue la profonde crise sociale qui touche le monde rural. Et le manque de renouvellement des générations nourrit un double mouvement. D'une part, une spéculation foncière qui artificialise les sols à coups de projets immobiliers. D'autre part, une concentration accrue des terres dans les mains toujours moins nombreuses de grands groupes agro-industriels et aux pratiques agricoles intensives, dangereuses pour les hommes et pour la terre. C'est le troisième aspect de la vraie menace qui pèse sur notre modèle agricole. Au dérèglement climatique qui menace la viabilité des cultures, l'industrialisation de notre agriculture productiviste est venue s'ajouter l'épuisement des sols et la destruction de la nature. Or, sans nature, convenons-en, il n'y a pas d'agriculture. Le rapport de notre collègue Aurélie Trouvé, que je remercie au passage, permet de souligner les failles du projet de loi d'orientation agricole examiné ces jours-ci par la représentation nationale. Plutôt que d'assainir les fondements économiques, sociaux et agronomiques de notre modèle agricole, ce texte ira au mieux
mieux rejoindre le cimetière des actes manqués. Car sans le dire explicitement, le texte continue de nourrir l'opposition entre agriculture et environnement. Ce gouvernement a toujours préféré ménager les intérêts établis pour leur sacrifier l'intérêt général, en l'occurrence la santé de nos sols et de nos agriculteurs et à terme la souveraineté alimentaire de notre pays. Les faux semblants du « en même temps » ce n'est qu'un renoncement trop bien illustré par les paradoxes du nouveau plan éco-phyto, puisque c'est comme ça qu'on le nomme désormais. Symbole de la capitulation devant les tracteurs de la FNSEA à Paris ou du COPA-COGECA à Bruxelles, l'abandon des plans de réduction de l'utilisation des pesticides est un scandale agronomique, écologique et sanitaire. Comme le fait remarquer le professeur Marc-André Sellos du Muséum d'histoire naturelle, le changement d'indicateur de consommation de produits phytosanitaires qui abandonne l'indice français plus exigeant pour un indice européen dont les scientifiques dénoncent l'inadéquation équivaut à une simple réduction des contraintes conformes à certaines attentes syndicales. Pourtant, le ministre déclare ouvrir en même temps la possibilité de mettre en œuvre et de financer un dispositif d'indemnisation des riverains ayant contracté une maladie en lien avec l'exposition prolongée et répétée aux produits phytopharmaceutiques. Une façon discrète, convenons-en, et implicite de reconnaître qu'il y aurait donc bien un danger pour les riverains, mais aussi pour les agriculteurs qui manipulent ces substances en masse. Ce n'est qu'un exemple, mais il est éloquent. Dans ce projet de loi d'orientation agricole comme dans ses autres mesures, le gouvernement s'obstine donc à creuser le même sillon, celui d'un modèle condamné par ses propres excès, la crise économique permanente, le déni de la science écologique, et je conclurai, Monsieur le Président, en disant un modèle qui oublie que la première ressource de l'agriculture, c'est la nature et les hommes. Elle est là la vraie menace sur notre souveraineté alimentaire nationale et européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Fabien Di Filippo pour le groupe des Républicains et pour 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la rapporteure pour son exposé et son travail, même si nous avons une conception de l'agriculture qui est sans doute éminemment différente. Je pourrais me retrouver tout à fait dans le début du propos du collègue Arenas sur le constat qu'il a fait sur les causes de la crise agricole majeure que nous traversons. Pour le reste, je crois que nos agriculteurs sont avant tout aussi des chefs d'entreprise avec les contraintes qui s'exercent sur eux et qu'il faut considérer comme tels. Et là aussi, eh bien, en la matière, effectivement, je fais le constat que ce projet de loi ne permet pas d'aborder les principales questions aussi des charges, les questions fiscales, tout un volet financier qui vient à manquer, même si là, bien sûr, nous aurions une approche très, très différente. Mais en tout cas, je ne vois pas demain nos agriculteurs pouvoir vivre décemment, développer leur entreprise, être compétitifs en recréant des kolkhozes. Ne prenez pas mal cette caricature, ou en les fonctionnalisant ou en les enfermant sur des trop petites fermes. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, vous savez, la politique, c'est faire des choix. Et ces derniers temps, on a vu, eh bien, des efforts ont été faits pour les agriculteurs, chiffrés à un certain nombre de centaines de millions d'euros par le gouvernement. Je donne, quand on parle de revalorisation du travail, un exemple. Quand on revalorise de manière automatique le RSA au 1er avril dernier de 4,6%, ça représente 700 millions d'euros. C'est le double de l'effort qui a été fait pour aider les agriculteurs dans la crise du début d'année. En tout cas, bien entendu, il y a beaucoup d'aspects sur ce projet de loi qui vont malheureusement permettre de traiter trop superficiellement certains aspects, notamment sur le renouvellement des générations. D'autres orateurs en ont parlé. Alors oui, on développe des études différentes, etc. Mais la question de l'accès à la terre et des fermes qui sont de taille de plus en plus importante et la manière dont on peut accompagner financièrement les nouveaux agriculteurs qui vont pas forcément venir avec un arrière-plan familial agricole, elle est tout aussi fondamentale. Et puis, enfin, 2 choses. La première, la notion de souveraineté, elle est essentielle. Je rejoins ceux qui ont dit qu'elle est trop mal définie. Mais aujourd'hui, à chaque fois que, on impose des contraintes supplémentaires à nos agriculteurs, qu'on fait reculer le niveau de production en France, on remplace ces produits-là par des importations dont on ne maîtrise pas et dont on ne maîtrisera jamais la manière dont elles sont produites. Et c'est très inquiétant pour la santé de nos populations. Et puis, la dernière des choses, c'est qu'il y a un certain nombre, vous avez parlé effectivement de l'entrée des produits étrangers, on aurait pu parler des accords de libre-échange, des produits ukrainiens et de la manière dont ils sont venus depuis 2 ans sur le sol français. Beaucoup de ces problématiques, la PAC, etc., se traitent au niveau européen. Et c'est des sujets qui ont un impact très très fort sur la compétitivité demain de nos agriculteurs. Malheureusement, on ne peut pas aborder là de cette manière-là, mais qu'il faut garder à l'esprit. Merci beaucoup. Il y a une dernière prise de parole de Charles Sittenstuhl pour le groupe Renaissance pour 2 minutes.
Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors comme nous sommes à la Commission des Affaires européennes et qu'avec mon collègue Rodrigo Arenas, nous avons rendu un rapport sur ce sujet il y a quelques semaines, nous avons d'ailleurs très bien travaillé ensemble, je voulais moi rester sur le volet européen de notre agriculture et de ce projet de loi. Et je voulais redire le besoin quand même que notre agriculture a à continuer à évoluer dans un cadre européen et que l'agriculture française, elle doit être définie dans un cadre européen. L'agriculture est au fondement de la construction européenne. La politique agricole commune est prévue déjà dans le traité de Rome qui construit les communautés économiques européennes. Et le bilan de tout ça, c'est que globalement, la politique agricole commune, elle a réussi. Elle a atteint son objectif de production, elle a atteint son objectif de nourrir les Européens, alors que notre continent était soumis jusqu'à la moitié du siècle passé encore à des crises alimentaires, à des famines, qu'il y avait des productions majeures sur lesquelles nous étions obligés d'importer soit du sud de la Méditerranée ou d'autres continents, et que sur les principales productions alimentaires, l'Europe a atteint l'autosuffisance ou la souveraineté, comme on dit dans les termes maintenant plus récents. Donc je voulais dire quand même qu'il était clé de rappeler ô combien l'agriculture française a besoin d'Europe et que les agriculteurs français ont besoin de l'Europe. Je suis moi-même élu d'une circonscription à la fois agricole et viticole. J'entends et je vois les mécontentements qui s'expriment, les craintes. Il va falloir y répondre de façon précise, segmentée, mais veillons, chers collègues, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. N'oublions pas que c'est la politique agricole commune et c'est la construction européenne qui a permis à l'agriculture française d'acquérir la force et aussi les capacités d'exportation qui sont les siennes. Et moi, j'aurai à cœur à rappeler ça lors du débat en séance la semaine prochaine. Bien, merci mes chers collègues. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour répondre à toutes ces interpellations. D'abord, je remercie mes collègues pour ces réactions que je trouve très intéressantes. Alors, je voudrais répondre à ma collègue, Madame Le Grip. Vous félicitez que la France soit encore la 6e puissance exportatrice agricole du monde. Je rappelle qu'elle a été la 2e puissance agricole exportatrice du monde. Donc je ne crois pas qu'on puisse se féliciter aujourd'hui que la France dégringole de ce point de vue-là. Et surtout que si vous enlevez le vin, aujourd'hui, nous sommes importateurs nets en France. Et cette balance agricole, je le rappelle, française, est en diminution constante, quasiment constante, depuis 2013. Et que nous sommes désormais devenus importateurs nets, même avec le vin, vis-à-vis de l'Union européenne depuis quelques années. Importateur net vis-à-vis de l'Europe, si j'enlève les pays tiers hors Union européenne, alors même que nous étions censés être la grande puissance agricole et le grenier de l'Europe. Donc voilà ce qui se passe actuellement, justement dans ce contexte de concurrence internationale. Et donc, vous parlez... Chers collègues Ziestenstuhl, des succès de l'Europe en matière d'autosuffisance. Je le rappelle donc que la France n'est pas aujourd'hui, si on enlève le vin, autosuffisante en matière alimentaire, parce que le vin, c'est compliqué de le considérer comme un aliment. Bon. Elle l'est de moins en moins pour les secteurs d'importation nets, qui sont en train encore de dégringoler. Et même l'Union européenne, on peut s'interroger, parce qu'en fait, ces secteurs d'importation nets le sont de plus en plus. Voilà. Par exemple, les protéines végétales. Voilà, donc aujourd'hui, je considère que, ne serait-ce que d'un point de vue de la balance agricole, nous avons un problème de plus en plus manifeste en France, qui était censée être cette grande puissance agricole. Et c'est vrai, vous avez raison, la PAC a eu des succès considérables, mais qui sont en train en ce moment d'être dilapidés. On a eu des succès considérables avec la politique agricole commune jusqu'en 92. On a eu, et depuis, je m'appuie par exemple sur les travaux et les écrits d'Edgar Pisani, décédé récemment, et qui a été quelque part à l'origine en tout cas en France, et qui a travaillé une politique agricole commune qui visait justement... qu'on peut appeler aujourd'hui productiviste, mais qui dit, mais là, aujourd'hui, dans les années 2000-2010, nous devrions être en train de bifurquer parce qu'il y a des nouveaux enjeux et nous en sommes incapables. Par ailleurs, moi, je regrette pourquoi la France insoumise fait partie d'un groupe parlementaire qui a voté contre la dernière réforme. D'abord parce que ce budget est en constante baisse, le budget de la PAC, alors même qu'il faudrait soutenir
notre secteur agricole jusqu'au niveau européen, et nous regrettons cela en fait. Nous voulons une politique agricole qui soit bien davantage commune. Et en fait, on n'a plus une politique agricole commune, on a de plus en plus une politique agricole à la carte et concurrentielle. Et de moins en moins d'outils communs à l'échelle européenne. Et ça, c'est un vrai... je crois que nous pouvons l'avoir tout ça en tête. Enfin, voilà. Oui, nous sommes pour une politique agricole réellement commune, dans laquelle la France puisse aussi retrouver, et chaque pays, chaque État membre, une forme aussi de souveraineté alimentaire nationale, parce que c'était un des objectifs d'ailleurs de la PAC d'origine. Hein. C'était aussi que chacun des pays puisse développer sa propre puissance agricole productive. Et pour répondre à ma collègue Madame Melin, nous sommes entièrement d'accord. C'est vrai que d'ailleurs, je pense que je vais le rajouter dans le rapport et pour la séance. Vous avez raison du point de vue du renouvellement. Ah ben elle est partie. C'est dommage. Elle fait campagne. Nous avons effectivement un problème du point de vue des logiques de distribution des aides directes de la PAC versées directement aux agriculteurs qui sont par hectare et uniquement par hectare. Donc c'est en gros une subvention au capital foncier, là où on pourrait favoriser bien davantage l'emploi agricole et avoir des versements par actif agricole. Et là, la France a sa responsabilité parce qu'on peut le faire hein, dans le cadre du PSN, du plan stratégique national. On a des possibilités d'agir là-dessus, ne serait-ce qu'en plafonnant par actif agricole, etc. Donc c'est pas que la responsabilité de l'Europe, il y a aussi un choix de la France qui a été de garder des aides strictement par hectare. Et plus globalement, si nous on a voté contre, c'est aussi qu'on a des aides qui perdent de plus en plus leur légitimité parce que c'est plus ni des aides aux revenus, ni des aides selon l'état des prix agricoles, ni des aides à l'actif et à l'emploi, ni des aides en fonction des services environnementaux, mais purement des aides au capital foncier, ce qui est quand même ce qui pose question. Voilà, ni des aides qui ciblent des productions vraiment en danger. Enfin voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui explique d'ailleurs par ce manque de légitimité qu'on a des montants d'aide PAC qui ne fassent que diminuer. J'en arrive à... Alors oui, votre remarque sur... il y a plein d'avancées dans le projet de loi, mais là, je suis désolée, je quitte un peu les questions européennes, comme le bachelor. Je rappelle que, heureusement, nous l'avons repoussé en commission des affaires économiques avec une majorité de groupes parlementaires, parce que justement, en suivant l'avis du Conseil d'État, on considère que c'est non avenu et qu'il vaut mieux, évidemment, favoriser la licence, mais ça, c'est vraiment des questions françaises, excusez-moi. Pour finir, auprès de mon collègue de Philippot, rassurez-vous, je considère les agriculteurs comme des chefs d'entreprise. Voilà. On n'est absolument pas pour les fonctionnariser, ni pour les kolkhozes. D'ailleurs, les kolkhozes, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui il y a un modèle qui ressemble aux kolkhozes, c'est les agrifirmes, en fait. Par leur taille, parce que les kolkhozes étaient justement des énormes exploitations agricoles. Nous voulons une agriculture familiale. C'est-à-dire une agriculture dont les facteurs de production appartiennent aux agriculteurs et aux gens qui travaillent sur l'exploitation agricole. C'est ça notre objectif. Et je considère que ce projet de loi d'orientation agricole va fragiliser l'agriculture familiale. D'ailleurs, nous avons voté ensemble pour repousser l'article 12 qui, justement, fragilise l'agriculture familiale en ouvrant à la finance l'accaparement du foncier agricole. Voilà, je finirai juste pour vous dire aussi que la question des importations envers mon collègue de Philippot n'est pas qu'une question européenne. Par exemple, il existe la possibilité d'activer la clause de sauvegarde jusqu'aux frontières françaises. Ce qu'on a fait sur le produit des cerises vis-à-vis du dibétoate, qui est un pesticide appliqué aux cerises importées. Donc on a la possibilité en France aussi d'activer une clause de sauvegarde pour des raisons sanitaires. Et je considère, et c'était l'objet de mon dernier projet de résolution ici en commission des affaires européennes, je considère que nous n'activons pas suffisamment, et à l'échelle française et à l'échelle européenne, cette clause de sauvegarde qui est tout à fait possible dans les règles de l'OMC et du commerce international. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Dans ce cas, je demande à la Commission si elle est d'accord pour autoriser le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication. Très bien, il en est ainsi décidé. Je vous remercie pour votre travail. Il nous reste, merci beaucoup. Il nous reste à procéder à une nomination de rapporteur sur la proposition de résolution européenne de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues pour une contribution européenne exceptionnelle sur le patrimoine des contribuables les plus riches afin de financer la transition écologique. Sur ce rapport, je suis saisi de la candidature de M. Nicolas Sansu lui-même.
Si pas d'objection, je propose de le nommer et je vous remercie. Voilà. Prochaine réunion cet après-midi, 17h au Sénat. C'est une audition commune avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale ainsi que la Commission des affaires européennes et de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et de M. Wopke Hoekstra, commissaire européen à l'action pour le climat. Collègue Stenstul, j'ai vu que vous aviez levé la main. Juste, c'est pour quelle date le rapport de M. Sansu? Ça serait pour quand? Ce sera prochainement, ce n'est pas encore arrêté. D'accord, ok. D'ici à la fin du mois de juin. Pas d'autres questions? Très bien, je vous propose de lever notre réunion. Merci beaucoup. On peut faire passer pour les européennes, ce serait bien.